Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment faire de l'emailing pour pouvoir tenir au courant nos abonnés via des newsletters de ce qui se passe sur notre site, mais aussi envoyer des emails automatisés. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'extension MailPoet qui a l'avantage d'être très abordable, très simple d'utilisation, vraiment performante et en plus d'avoir une version freemium qui sera totalement gratuite avec tous les avantages de version premium jusqu'à 1000 abonnés. On ne paiera que lorsqu'on aura dépassé les 1000 abonnés. Afin de pouvoir faire une campagne d'emailing, il va d'abord falloir mettre en place ce qu'on appelle un formulaire d'opt-in. Ce formulaire va servir à récolter des abonnés. Une fois que nous aurons les renseignements sur les abonnés, nous pourrons leur faire parvenir nos newsletters et nos campagnes de mailing. Alors l'extension est installée et activée. Donc nous voici sur l'écran d'accueil de l'installation de MailPoet. Il va nous demander de choisir un nom d'expéditeur. Donc par défaut, il va prendre le nom de l'administrateur et son adresse email. Donc là, je vais faire continuer. Je pourrais très bien changer ça. Auquel cas, j'ai déjà fait un tutoriel pour créer des adresses email de contact et en plus pouvoir les gérer sans passer par le site de l'hébergeur, mais avec quelque chose comme Gmail par exemple. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets la fiche en haut. Donc on arrive sur le deuxième écran, il nous demande si on désire s'inscrire à un cours d'emailing. Donc vous pouvez le faire, le cours est très bien fait je crois. Cependant il est tout en anglais. Voilà, donc on va le faire continuer. Là, MailPoet nous demande si on désire leur fournir des données anonymisées pour qu'ils puissent savoir comment tourne l'extension et de l'améliorer le cas échéant. Ils ne reçoivent pas les adresses mail ni les coordonnées ou quoi que ce soit de nos usagers. Cependant, si on le fait, on est tenu de le dire dans nos RGPD, dans nos conditions générales d'utilisation, car on va fournir des données basées sur ce que font nos utilisateurs et donc avec des cookies. Mais bon, moi je vais mettre non, je ne vais pas partager les données anonymisées. Voulez-vous charger des bibliothèques tierces comme Google Fonts utilisées pour l'éditeur de formulaire, ce qui va nous permettre, au lieu d'avoir 3 ou 4 polices qui se courent après, d'en avoir près de 800 les Google Fonts. Voilà, hop, donc ça je vais l'activer. On fait continuer. Et là, il me demande si je veux m'inscrire à MailPoet Premium. Je vais en parler de suite. Quelle est la différence entre MailPoet et MailPoet Premium? En fait, on va pouvoir avoir accès à 3 versions de MailPoet, grosso modo. La première version, c'est la version gratuite de base qui fonctionne déjà très bien. Une autre version qui est la version Premium. Et là, attention, en gros, il y a deux facettes à la version Premium. Elle va être gratuite jusqu'à 1000 abonnés. Et ensuite, on va se mettre à payer. Alors, pour voir à quoi ça ressemble. Alors, MailPoet est donc gratuit jusqu'à 1000 abonnés. Il passe à 13 € par mois, soit 150 € l'année entre 1000 et 1250, puis 17, puis 200 € l'année à 1500, ainsi de suite. Et ça peut vite chiffrer. Alors ça peut paraître être une somme assez importante. Cependant, en fait, ça demeure relativement abordable, dans le sens où on estime à l'heure actuelle que chaque euro dépensé en mailing nous rapporte 35 €. On est sur donc un bénéfice espéré de 3500%. Donc si on prend le SMIC horaire brut, qui est aux alentours de 10 € en ce moment, on estime que le temps que je vais passer, si imaginons que je mette 1 heure à faire une campagne de mailing et que je l'expédie, sur cette heure qui va me coûter 10 €, que pendant ce temps je ne vais pas faire autre chose, on estime qu'elle va me rapporter environ, en moyenne, ça reste une moyenne, 350 €. Alors, encore une fois, je dis que c'est une moyenne. Si je vends des perles en plastique de 0,3 g chacune à 3 centimes, il va falloir que beaucoup de gens convertissent leur visite ensuite en passant à l'achat pour que ça soit rentable. Maintenant, si je suis Renault et que parmi tout mon portefeuille client, je fais un mailing pour parler d'une nouveauté, il suffit que ça me ramène une personne et je suis rentable à des millions de pourcents.
Mais bon, donc là, ça peut paraître un peu cher, mais en fait, déjà, lorsque vous aurez, si vous avez un site marchand, si vous avez 1500 ou 2000 personnes qui vous suivent, euh, c'est 250 euros l'année, mais il suffit que, selon votre activité, vous ayez un, deux ou trois clients sur l'année pour que ça rentabilise les 250 euros que vous allez payer là. Pour schématiser, on va dire qu'il existe trois versions de MailPoet. Il existe la version de base où on n'a pas toutes les fonctionnalités, la version premium mais qui reste gratuite en dessous de 1000 subscribers et la version vraiment payante, on va commencer à payer. Donc en fait là, si je demandais la version payante, je pourrais m'inscrire gratuitement, mais je mettrais déjà mes coordonnées bancaires, et dès que je vais dépasser les 1000 inscrits à ma mailing list, eh bien je vais commencer à payer. Donc là, je vais mettre non merci. Mais avant, pour vous dire ce que permet grosso modo la version payante, plus de statistiques qui seront bien mieux détaillées. On pourra avoir un support prioritaire si jamais on a un souci. Notre email partira sans avoir le logo MailPoet nulle part, et donc il nous ressemblera davantage. Et surtout, lorsqu'on envoie un email de par son serveur, nos boîtes mail sont conçues pour reconnaître ce type d'email. Et c'est pour cela que les emails arrivent le plus souvent dans les courriers indésirables lorsqu'ils partent d'un site internet. Donc pour le moment, là, moi je vais mettre non merci. Et il me dit quoi? Que MailPoet est compatible avec WooCommerce et qu'il va pouvoir importer mes clients en tant qu'abonnés. Il me dit autre chose. Est-ce que je veux activer le suivi des cookies sur mon site et pour avoir des statistiques plus précises? Alors, attention, on voit qu'il y a marqué GDPR là. Donc ce sont les GRPD. Les GRPD, ça existe depuis mai 2018. Ça permet à ce que le visiteur ait un plus grand contrôle des données qu'il laisse sur notre site et qu'il puisse les supprimer à tout moment. On n'est pas censé conserver ces données plus de 12 mois si la personne ne réactive pas son compte, ne vient pas régulièrement sur le site et n'ouvre pas nos emails par exemple. Et du coup, à partir du moment où on fait du mailing, on va récolter des données, on est soumis au RGPD. Il faut faire attention, c'est quelque chose de sérieux les RGPD. Nul n'est censé ignorer la loi. Et si on est pris à défaut, on peut se faire taper sur les doigts. Et si on fait n'importe quoi avec les données d'un client, d'un visiteur de notre site, on peut être soumis à une amende qui correspond à soit 4 millions d'euros, soit 4 ou 5% de notre chiffre d'affaires annuel, ce qui avantage le plus le plaignant en fait. Du coup, on va éviter de rigoler avec ça. En général, on se rapproche d'un avocat pour les faire rédiger. Et donc là, auquel cas, je voudrais importer mes clients WooCommerce à mes listes pour pouvoir leur envoyer des emails. Il aurait fallu qu'en amont, dès le moment où j'ai mis WooCommerce sur mon site, ce soit noté dans mes RGPD et dans mes politiques de confidentialité ou les conditions générales d'utilisation de mon site, qu'il soit notifié clairement quelque part que en s'inscrivant à ma boutique, il serait soumis plus tard, même si pour le moment j'ai pas encore de mail, d'accord, de mailing, qui serait soumis plus tard à la possibilité de recevoir des emails. Si je n'ai pas indiqué ça sur mon site, je ne peux absolument pas, et en aucun cas, vraiment en aucun cas, importer mes clients WooCommerce à ma liste de mailing. J'enfreindrai la loi. Parce que si je n'ai pas encore mis en place de mailing au moment où j'ai ma boutique d'installer sur mon site et que des gens commencent à s'inscrire à mon site pour commander des produits, à aucun moment ils ne me donnent l'autorisation de leur envoyer des emails si je ne l'ai pas notifié quelque part. Et du coup, je n'ai pas le droit de récupérer plus tard leurs emails pour leur envoyer sans leur autorisation mes campagnes de mailing. Alors que si en amont, dès la création de mon site, il est notifié quelque part que mes clients seront susceptibles, ou mes visiteurs, les gens qui vont aller commenter mes articles de blog, etc.,
si on leur dit d'entrée qu'ils seront susceptibles de recevoir des emails, lorsqu'ils acceptent nos cookies, ils sont censés aller lire nos politiques de confidentialité. Et ils auront donc accepté l'éventualité de recevoir des emails. Donc là, il faut faire attention, je ne le coche que si en amont, quelque part dans mes conditions générales d'utilisation du site, j'ai notifié que les gens seraient susceptibles de recevoir des emails un jour ou l'autre. Et là, je vais avoir des cookies sur mon site. Alors j'ai fait un tuto sur l'installation d'une bannière de cookies, que vous pourrez les retrouver dans la petite fiche que je vous mets là-haut. Et bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on récolte des données et on est soumis au RGPD, et donc on est obligé d'avoir une bannière de cookies pour prévenir les gens qu'on va utiliser des cookies pour tracer ce qu'ils font sur le site. En l'occurrence, là, c'est pas tellement ce qu'ils font sur le site, mais à partir du moment où ils vont s'inscrire, ils vont me donner leur email, leur nom, leur prénom, des données de ce type. Et comme je récolte des données, je suis tenu de leur dire que j'utilise les données pour faire des campagnes de mailing, tout simplement, et que je ne vais pas les revendre, etc. Et donc là, les cookies vont me permettre de savoir ce que les gens font de mes emails. Est-ce qu'ils les ouvrent? Est-ce qu'ils les cliquent? Est-ce qu'ensuite ils viennent sur ma boutique? Est-ce qu'en venant de par ce lien, de par l'email, ils passent à l'achat? Et je vais avoir une visibilité de ce que me rapporte ma campagne de mailing. Donc là, je vais lui dire oui. Et encore une fois, je suis obligé d'avoir un bandeau de cookies si je dis ça. Et je vais être obligé de notifier dans mes CGU ou mes politiques de confidentialité pourquoi j'ai des cookies et ce que j'en fais. Donc ça y est, mon MailPoet est installé. Alors il y a plusieurs types d'emails. On voit qu'il reconnaît WooCommerce et il nous permet d'aller paramétrer des emails pour WooCommerce. Notamment, il nous dit que celui-ci est indispensable parce qu'un email automatisé pour un panier d'achat abandonné, ça représente jusqu'à 5% de vente en plus. Donc c'est pas négligeable si on a un site commercial. Et on pourrait aller restyler les emails WooCommerce ou créer des emails en fonction si c'est le premier achat d'une personne, s'ils achètent dans une catégorie spécifique, un produit spécifique. Et ici pour personnaliser les différents emails de WooCommerce, les emails automatiques. J'ai fait un tutoriel sur WooCommerce, son installation, tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mets une fiche en haut vers la liste WooCommerce. Pour revenir aux emails à proprement parler, sans parler de WooCommerce, puisqu'on peut très bien avoir envie de faire du mailing sans avoir WooCommerce, MailPoet nous propose plusieurs types d'emails. Il nous propose de faire une notification d'articles récents, donc ça c'est pour faire vivre mon site. À chaque fois qu'on irait publier des articles, on pourrait avoir un email préconfiguré qui avertirait nos abonnés que nous avons publié des emails. On va retrouver la newsletter. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se fait. Et un email de bienvenue, c'est un email automatisé. La différence entre la newsletter et les deux autres, c'est que celle-là, on va la rédiger nous à un instant T pour tenir au courant les gens d'une activité, alors que les deux autres sont des emails automatisés. Dès qu'on va publier un article, il va y avoir une notification d'article récent qui va partir chez nos abonnés. L'email de bienvenue, c'est dès que les gens vont aller s'inscrire. Donc il y a une subtilité, il ne faut pas confondre tout ça. Avant même d'aller voir les réglages, il va falloir comprendre comment fonctionne le mailing. Pour pouvoir diffuser mes newsletters, mes emails, je vais avoir besoin de récolter des abonnés. Ces abonnés vont ensuite arriver dans des listes. Je vais pouvoir moi les placer dans des listes, ils pourraient même être dans plusieurs listes où je pourrais leur donner le choix à eux de s'inscrire dans telle ou telle liste, voire plusieurs listes. Alors pas de panique, hein, si quelqu'un est dans plusieurs listes et que j'envoie un email à plusieurs listes, il ne recevra qu'une seule fois l'email. Il n'y aura pas de doublon. Et donc, afin de récolter des abonnés, pour ensuite les mettre dans les listes, dans un premier temps, il faut que je crée des formulaires. On appelle ça un formulaire d'opt-in. Le formulaire d'opt-in, ça peut être sous forme de pop-up, ça peut être une landing page quelque part sur un site. Une landing page, c'est une page d'inscription où il n'y a même pas de footer ni de header, de menu ni rien normalement. Il y a juste le petit formulaire d'inscription. Les gens s'inscrivent, ils arrivent dans une de nos listes et on peut commencer à faire du mailing. Donc le formulaire d'opt-in est très important. On va voir qu'on peut en avoir plusieurs.
afin de récolter nos abonnés de différentes manières selon les endroits du site. Donc là me voilà dans les abonnés. Pour le moment je n'ai que moi. Et je vais retrouver mon email, un prénom, nom, état, abonné, non confirmé, des abonnés inactifs ou retournés, et les listes. Alors, à quoi correspond tout ça? Bon, email, prénom et nom, j'imagine que j'ai pas besoin de faire un dessin. Et par contre, état, quand je vais remplir un formulaire d'opt-in, je vais recevoir un email normalement, ou pas, c'est une option qui est activable. Et donc lorsque j'aurai reçu l'email et que j'aurai confirmé, je deviens un abonné. Si j'ai bien reçu l'email mais que je n'ai pas encore confirmé, je reste en non confirmé. Désabonné, eh bien c'est que j'ai cliqué sur mon email afin de me désabonner de liste de newsletter. Inactif, c'est quelqu'un qui est abonné mais qui n'ouvre pas les emails. Au bout d'un certain temps, il obtient le statut d'inactif. Et un inactif, passé 12 mois, donc sera rayé de nos listes automatiquement. Et retourner, c'est qu'on a ce qu'on appelle un email de rebond. C'est que l'email n'arrive pas sur la boîte mail. Pour une raison ou une autre, notre abonné a dû se tromper en renseignant son adresse mail. Et donc le mail n'arrive pas et nous revient. C'est ce qu'on appelle un rebond. Ici, je vais voir des listes. Pour le moment, il me demande de sélectionner une liste. J'en ai qu'une. Il faudrait que j'aille les créer plus tard. Et je pourrais choisir ici, pour chacun de mes abonnés, à combien de listes il appartient et à quelle liste, dans quelle liste je l'inscris. Si je retourne sur mes abonnés, je verrai ici combien j'ai d'abonnés, combien sont non confirmés, des abonnés inactifs et retournés. Je pourrais afficher plusieurs listes, des utilisateurs WordPress. Je pourrais ici afficher plusieurs listes. Et donc là, je vois mon adresse mail. Je pourrais aller cliquer sur les statistiques. Donc là, je vois qu'il est en non confirmé, qu'il est dans la liste utilisateur WordPress et score inconnu. Alors le score, il va changer en fonction de ce que fait la personne. Donc là, on voit bien ce dont il s'agit. Lorsque la personne a reçu moins de 3 emails, on ne fait pas encore de stats sur lui. S'il a reçu plus de 3 emails, on va pouvoir commencer à voir ce qu'il fait de nos emails. Donc s'il en ouvre moins de 20%, il est considéré comme ayant une faible note. Il a une bonne note entre 20 et 50, et s'il ouvre plus de 50% de nos emails pour les lire, il a une note excellente. Ici, me voici dans les statistiques de mon abonné, et je vois combien d'emails il a reçu, combien il en a ouvert, cliqué, non ouvert, quel est son score, et combien de revenus cela a généré. Je vais donc aller faire un tour dans les listes pour en parler un peu plus en détail. Par défaut, j'ai 3 listes qui existent. Comme j'ai WooCommerce, MailPoet l'a vu, il me met une liste des clients WooCommerce que j'aurais pu importer. Liste de diffusion de newsletter, c'est les gens qui se seraient inscrits à un formulaire d'opt-in de diffusion à newsletter. Et les utilisateurs WordPress, ce sont des gens qui s'étaient inscrits initialement à mon site pour commenter du blog. Je peux créer d'autres listes. Alors je vais aller en créer une. Je vais même en créer 2. Imaginons que j'ai un site qui vende des produits bio. Je serai amené à avoir une clientèle qui se soucie de sa santé, de la façon dont sont faits les produits, de manière éco-responsable, etc. Et dans les boutiques bio, on a pas mal de végétariens, véganes, et du coup, peut-être qu'ils seraient sensibles à si mes produits sont protéinés ou non. Alors je vais créer 2 listes, et vous allez vite voir pourquoi. Protéines animales. C'est pour l'exemple. Hein. Je peux mettre une description, ça concerne que moi et mes administrateurs, les gens ne les verront pas. Donc, je pourrais dire des cochoncetés sur mes listes. Par exemple, les appeler des sales viandards si j'en avais envie. Hein. Et les autres des bouffeurs de légumes. Ça marcherait, personne ne le verrait jamais. Je vais aller créer une autre liste. Ouais.
faire ça. Vegan. Vegan. Et donc, j'ai une liste protéines animales, une liste vegan. Pourquoi je fais ça? Donc imaginons que dans ma boutique bio, je vende des chapons, des poulets ou des œufs et que je veuille communiquer là-dessus. Je n'ai peut-être pas envie que les véganes reçoivent ce genre d'email. Parce que s'ils le reçoivent trop souvent et qu'ils ne se sentent pas concernés, ils risquent de se désinscrire de ma newsletter. Et c'est pas mon but. Alors après, de temps en temps, je peux très bien toucher l'ensemble de mes listes. C'est une possibilité dans MailPoet. On va pouvoir aller sélectionner plusieurs listes lorsqu'on envoie un email et envoyer notre email à l'ensemble de nos listes, à l'ensemble de nos utilisateurs. Si je ne veux pas que mes véganes reçoivent des emails vantant les qualités de mes produits contenant de la protéine animale, c'est possible. Mais il faut qu'en amont, mes abonnés soient inscrits dans l'une ou l'autre des listes et pas les deux. Alors pour ce faire, on a plusieurs solutions. Première option, je pourrais créer un formulaire d'opt-in, je ferai l'exemple tout à l'heure, avec un menu déroulant et l'ensemble de mes listes à l'intérieur, et laisser le choix à mon utilisateur de s'inscrire dans une ou plusieurs listes. Je pourrais même lui laisser le choix, lorsqu'il va sur son compte, de s'inscrire à plusieurs listes. Dans la plupart du temps, quand vous vous inscrivez sur un site, vous ne savez pas que vous êtes mis dans une liste. Imaginons que je crée deux formulaires d'opt-in en tout point identiques, que je les mette sur deux styles de pages différentes. Par exemple, chaque produit ou chaque article de blog parlant de protéines animales, j'aurai un formulaire qui, lorsque les gens s'inscrivent depuis ces pages-là, les met automatiquement dans la liste protéines animales. Et pareil, pour les véganes, j'aurai un formulaire qui ne s'afficherait que sur les pages ne parlant pas de protéines animales. Et les gens, en s'inscrivant depuis ces pages-là, finiraient automatiquement, sans le savoir, dans la liste vegan. Et ainsi, je vais pouvoir les cibler très facilement. Et quand j'envoie mes emails, dire cet email par exemple contient des protéines animales, des œufs, un poulet, je sais pas moi, du poisson. Et du coup, je ne veux pas que mes véganes reçoivent cet email. Et ce serait tout à fait faisable avec les formulaires d'opt-in. Alors en plus des listes, il existe des segments. On va pouvoir créer des segments. Alors qu'est-ce qu'un segment? Donc me voici dans les segments, je vais pouvoir créer un segment. Alors de la même façon que lorsqu'on fait du blog sur WordPress, on a des catégories pour définir divers contenus d'articles et des étiquettes qui vont faire la passerelle entre les différentes catégories. Et bien pour le mail, on a nos listes, par exemple vegan et protéines animales, et on peut avoir des choses qui font la passerelle entre mes listes, aller cibler certains types d'usagers de notre site indépendamment de la liste à laquelle ils appartiennent. Par exemple, il me demande quoi? Aller cibler quelqu'un en fonction de son rôle dans WordPress. Je peux aussi aller voir en fonction du nombre d'ouvertures, combien il a ouvert d'emails. Par exemple, si je dis qu'il a ouvert plus de, je sais pas, j'ai envoyé 5 emails dans le mois et je veux récompenser quelqu'un qui en a ouvert beaucoup, je pourrais aller dire ceux qui en ont ouvert plus de 3 dans le mois vont recevoir un autre email. Ça va créer un segment supplémentaire, je vais pouvoir les choisir après, et donc je pourrais essayer de récompenser ces gens-là. Et donc je vais avoir pareil avec les ouvertures d'un email spécifique, quelqu'un qui n'aurait pas ouvert un email spécifique pour aller le cibler par exemple, et lui renvoyer une relance. Est-ce que la personne a cliqué dans l'email, dans n'importe quel email cliqué, etc. Je pourrais sélectionner des champs personnalisés, je vous en reparle plus tard. Ou en fonction de mon WooCommerce, quelqu'un qui est dans un pays, quelqu'un qui a passé un certain nombre de commandes, quelqu'un qui a acheté en fonction de ses dépenses, etc. Et donc je vais pouvoir aller créer des segments
pour aller cibler mes usagers indépendamment de la liste à laquelle ils appartiennent. Et donc me voici dans les réglages de MailPoet. Je vérifie le nom de l'expéditeur, par exemple admin. De base ici, normalement, ça prendra l'URL de mon site internet. D'accord, l'URL d'administration de mon site internet. On pourrait avoir une adresse de réponse qui serait différente. Encore une fois, j'ai fait un tuto pour créer des adresses directement par son hébergeur et pouvoir recevoir les emails sur son Gmail par exemple. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous aurez les liens dans les fiches. Et donc l'inscription dans les commentaires. Est-ce que les gens, lorsqu'ils arrivent sur mon site pour commenter un article, si on ne leur a pas dit qu'ils devaient être inscrits pour répondre à un article de blog, est-ce qu'on leur propose de s'inscrire à la newsletter? Abonnement dans le formulaire d'inscription. Si j'ai dit que les gens devaient être inscrits à mon site pour pouvoir commenter mes articles de blog, eh bien dès le formulaire d'inscription, ça rajouterait une petite case à cocher pour que les gens s'inscrivent à ma newsletter. Page de gestion d'abonnement. On voit que là en fait j'ai marqué, il y a page MailPoet un peu partout. MailPoet, lorsque je l'ai installé, il m'a créé une page un peu magique, une page d'archives, où il n'y a rien dedans, il n'y a que du code. Et en fonction dont on arrive sur cette page, il ne va pas afficher la même chose. Voilà, MailPoet, c'est que les gens qui veulent gérer leur abonnement, s'il y a un bouton pour la gestion de l'abonnement, ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur la page MailPoet et il va afficher juste ce dont ils ont besoin. Pareil, une page de désabonnement, eh bien MailPoet va les amener sur la page et il y aura autre chose dessus. Confirmation, page de succès, etc. Et là, sur la page d'abonnement, donc page de gestion d'abonnement, on voit que là, MailPoet nous a créé une page en fait lors de l'installation, qui est la page MailPoet et qui est un peu magique. Et selon la façon dont les gens cliquent dessus, elle ne va pas afficher la même chose, d'accord, selon le lien par lequel ils arrivent. Par exemple, si sur leur email ils veulent se désabonner, ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur la page MailPoet et il n'y aura pas la même chose. Par exemple, là, ça c'est ma page d'abonnement de base. Ici, la page de désabonnement. Et là, c'est la page pour confirmer qu'ils ont bien réussi à se désabonner. On voit c'est la même page en fait, c'est la page MailPoet et elle se gère toute seule. Alors pour la page gestion d'abonnement, on pourrait leur laisser le choix de s'inscrire à une ou plusieurs newsletters. D'accord, à s'inscrire dans des listes et auquel cas ils recevraient plusieurs types de newsletters selon la liste dans laquelle ils sont. Notification de stats. Je vais recevoir des stats 24 heures après le début d'une campagne de mail afin de savoir le nombre de gens qui ont ouvert mon email. Si ça a donné lieu à des visites sur mon site, si ça a donné lieu à des achats, ce qu'on appelle une conversion. Voilà, j'aurai toutes ces stats que je recevrai par email au bout de 24 heures. Alors, est-ce que je veux les notifications concernant les newsletters, les notifications d'articles et les emails de WooCommerce. Voilà, et pareil, je pourrais choisir où est-ce que je reçois ces emails. Notification de nouvel abonné. Alors, ça peut être sympa au début quand on crée son site. Si vous avez des centaines et des milliers de visites par jour et qu'à chaque fois vous devez recevoir un email de confirmation d'abonnement, ça risque de vite vous polluer. Donc à vous de voir si vous le recevoir ou non. Et pareil, vous pouvez choisir l'adresse sur laquelle vous recevez ça. Code court de la page d'archives. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Donc c'est un code court qu'on pourrait mettre sur une de nos pages. Ça afficherait l'ensemble de nos campagnes de mailing pour que les gens puissent voir ce qu'on a déjà créé comme type d'email. Alors je vois pas l'intérêt en plein été à ce que les gens puissent voir ce qu'on a envoyé comme email à Pâques ou à Noël dernier. Donc moi j'aurais tendance à pas le mettre. Un code court pour afficher le nombre total d'abonnés. C'est le nombre total ou le nombre sur certaines listes. On voit que le code court change là-haut
en fonction de ce que je clique. Je conseille plutôt de mettre le nombre total parce qu'au début, quand on n'a pas beaucoup de visiteurs et d'abonnés, ça risque de décourager quelqu'un de s'inscrire à la newsletter s'il voit marqué qu'on n'a que 3 abonnés. Donc au début, j'aurais tendance à ne pas le mettre, et dès qu'on en a un certain nombre, après c'est selon son activité, hein, si je vends des canettes de coca, j'aurai plus de clients potentiels que si je veux fabriquer des pierres tombales rose fuchsia en uranium appauvri. Du coup, si j'ai 3 abonnés pour mes pierres tombales en uranium appauvri, je serai déjà content. Je l'afficherai dès que j'en ai 2. Hein. Si c'est pour vendre des canettes, j'attendrai d'en avoir plusieurs centaines peut-être. En deçà de ça, ça risque d'être plutôt dissuasif qu'autre chose. Et donc, ils ont un guide de conformité au RGPD. Hélas, il est en anglais. Et donc là, je vais enregistrer mes réglages. Et je vais aller dans les confirmations d'abonnement. Est-ce que les gens vont recevoir une confirmation d'abonnement? C'est-à-dire, au moment où ils cliquent sur s'abonner à ma newsletter, est-ce qu'ils reçoivent un email ou est-ce qu'ils sont abonnés d'office? Alors, on pourrait avoir tendance à dire ils sont abonnés d'office, comme ça on n'a pas besoin d'attendre l'email de confirmation pour leur envoyer des emails. Mais non, c'est une mauvaise idée de ne pas activer la confirmation d'abonnement. Car de base, lorsqu'on envoie un email avec son serveur, les boîtes mail savent le reconnaître. Et elles vont envoyer notre email directement dans les courriers indésirables. Ce qui fait que si on les notifie qu'ils vont recevoir un courrier et d'aller vérifier leurs indésirables, ils vont aller dessus, ils vont légitimer notre email et recevront les suivants dans leur boîte mail directement. Si je ne fais pas d'email de confirmation d'abonnement, la personne ne va pas s'attendre spécifiquement à recevoir un email et ça ne va pas l'étonner. Et du coup, plus tard, quand je vais vouloir envoyer des campagnes de mailing, eh bien, il va les recevoir dans ses courriers indésirables parce qu'il n'aura pas validé la réception dans un premier temps de mes emails. Du coup, si je laisse la confirmation d'abonnement lors de l'inscription sur mon formulaire d'opt-in, mon abonné verra qu'il doit aller checker ses courriers indésirables pour valider son abonnement. Et il va ensuite, en faisant ça, légitimer tout le reste de mes emails. Donc c'est important de le laisser. Et donc là, je pourrais retaper mon email d'inscription avec un lien d'activation. Donc je pourrais changer le texte qu'il y a là, mais il ne faut surtout pas toucher à ce qu'il y a là dans les balises. Et la page de confirmation, c'est toujours la page de confirmation MailPoet. Et voilà. Donc là, c'est la page de démo. Mais normalement, ça mettrait le nom de la liste, le nom du site. Je vais faire envoyer avec. Et donc là, il me repropose le service d'envoi MailPoet. Ils me garantissent que mes emails arrivent dans la boîte de réception et non dans les indésirables. Que la configuration est simple. Grosso modo, je vais aller sur le site, rentrer mes coordonnées civiles et bancaires, et je vais recevoir une clé d'activation que j'aurai plus qu'à aller insérer là-dedans ou là. Et il me dit que c'est super rapide et que ça envoie jusqu'à 50 000 emails par heure. Pourquoi il me dit ça? Parce que normalement, quand je veux envoyer des emails, eh bien c'est mon serveur qui travaille. D'accord? Si je dois envoyer moi 10 000 emails, c'est mon serveur qui va envoyer 10 000 emails à mes contacts. Alors que si je passe par le service d'envoi de MailPoet, je n'envoie qu'un seul email, je l'envoie à MailPoet et ce sont les serveurs de MailPoet qui vont envoyer les 10 000 emails. Et du coup, c'est eux qui vont travailler, ils ont des serveurs qui sont dédiés juste à ça, ça ne va pas ralentir mon site, et les leurs sont faits pour envoyer beaucoup d'emails à la fois. Tous les emails sont signés avec SPF et DKIM, ce sont des normes de sécurité. Alors le SPF, c'est pour Sender Policy Framework. C'est une norme d'authentification qui permet de faire le lien entre votre nom de domaine et une adresse email. Et le DKIM, c'est pour Domain Keys Identified Mail. C'est un protocole d'authentification qui lui permet de faire le lien entre votre nom de domaine
et un message. Voilà. Donc ce sont des normes de sécurité qui permettent que vos emails arrivent dans une boîte mail et pas dans les trashs. Emailpoet vous annonce qu'il pourra supprimer automatiquement toutes les adresses non valides, la gestion des rebonds, pour garder vos listes propres. Sinon, ce sera à vous de le faire au cas par cas. On va aller voir les options de WooCommerce. Utilisez Emailpoet pour personnaliser les emails WooCommerce. Alors, si je fais ça et je clique sur l'éditeur de modèle, on va voir que je vais arriver dans un endroit qui permet de restyler de manière un peu plus élégante, voilà, les emails de base de WooCommerce, tout simplement, avec un petit éditeur qui appartient à Mailpoet. L'adhésion sur commande. Est-ce que je laisse aux gens l'opportunité de s'inscrire à ma newsletter lorsqu'ils passent une commande, tout simplement, dans quelle liste ils arrivent, voilà. Le message sur la case à cocher, je rentrerai ici. Est-ce que j'abonne mes anciens clients WooCommerce? Attention au RGPD. Est-ce que j'active les cookies de navigateur? Bien sûr. Avancer. Adresse email de rebond. Donc ça, ce serait pour que lorsque un email n'est pas valable, et ben je vais recevoir, quand quelqu'un a mal rempli son adresse mail, je vais lui envoyer un email. Je ne vais pas trouver sa messagerie, et du coup l'email va me revenir pour dire attention, on n'a pas trouvé l'adresse de messagerie. Pour éviter que ça pollue ma boîte mail, je peux créer une boîte mail juste pour les emails de rebond que j'irai, qui me servira à rien et que je pourrai aller vider de temps en temps, tout simplement. Planificateur de tâches de newsletter. Les visiteurs de votre site, en fait, c'est quand les gens vont visiter le site, une partie des ressources qu'ils vont utiliser pour charger notre page va servir à envoyer des emails. Comme ça, c'est eux qui prennent en charge un certain flux et pas notre hébergeur. Le script propriétaire de Mailpoet, c'est notre hébergeur qui prend en charge le flux, c'est notre serveur qui prend en charge le flux. C'est recommandé si on n'a pas beaucoup de visiteurs. Et le cron côté serveur, donc ça c'est pour Linux, si on a des soucis sur l'envoi d'email, ça peut être une solution. Mais voilà, normalement on va pouvoir laisser le visiteur de votre site. Rôle et droits de base sur WordPress, on a plusieurs rôles, on a les abonnés, contributeurs, éditeurs, auteurs et administrateurs. Ils nous disent qu'en installant l'extension Members, on pourrait avoir des rôles en plus, par exemple créer un rôle pour quelqu'un qui sera habilité qu'à créer des newsletters. Suivi d'ouverture et de clic, c'est pour voir ce que les gens font de nos emails, est-ce qu'ils les ouvrent, est-ce qu'ils cliquent dedans, etc. Ce serait bête de s'en passer. Alors, envoyer toutes les emails du site avec la méthode actuelle d'envoi. Alors, ils disent que c'est recommandé, mais que je ne peux pas envoyer de pièces jointes, etc. avec, ou la méthode d'envoi par défaut de WordPress. Honnêtement, les deux se valent. Ils recommandent celle-ci, mais les deux se valent à peu près. Recalculer les scores d'abonnés, ce serait pour réinitialiser le calcul des scores d'abonnés en fonction des emails qu'ils ont ouverts. Stopper l'envoi aux abonnés inactifs, jamais 3 mois, 6 mois, 12 mois. On n'a pas le droit d'excéder les 12 mois, donc le jamais il est interdit, le reste à vous de voir. Grosso modo, quelqu'un qui n'ouvre pas d'email sur le long terme devient inactif. Si la personne revient régulièrement sur mon site, il est considéré comme actif et j'ai toujours le droit de lui envoyer des emails. Si par contre il ne revient pas, il n'ouvre pas mes emails, il passe avec un statut d'inactif et ensuite il sera supprimé de mes listes. On n'a pas le droit de conserver cela plus de 12 mois, d'accord? Quelqu'un d'inactif plus de 12 mois dans nos listes d'abonnés. Du coup, on n'a pas le droit de cliquer sur le jamais. Après, à vous de voir si vous préférez 3, 6 ou 12 mois. Partage de données anonymes, il m'a demandé lors d'installation, j'ai déjà dit non. Les bibliothèques tiers, c'est pour avoir plus d'options de personnalisation quand on va créer nos formulaires, par exemple. Le CAPTCHA, il y a un CAPTCHA par défaut d'intégrer. Le CAPTCHA, vous savez, lorsque vous vous inscrivez à un formulaire, des fois on vous demande de recopier des lettres qui sont déformées ou d'identifier des bateaux, des trains, des bus, des passages cloutés sur une image. Ça, ce sont les CAPTCHA. D'accord? Alors, il y en a un par défaut d'intégrer qui est très bien. Il y a la possibilité de mettre un Google reCAPTCHA V2. J'ai fait un tuto là-dessus que vous pourrez retrouver dans la fiche que je vous mets là-haut. N'hésitez pas à aller faire un tour.
Et enfin, on peut désactiver le CAPTCHA, ce que je ne vous conseille pas, car sinon plein de bots pourraient s'inscrire à vos newsletters. Et s'ils font ça, le souci c'est que ça va vous manger le nombre d'abonnés. Et comme si vous avez pris la version premium, à partir de 1000 vous commencez à payer. Si vous commencez à payer parce que vous avez 1000 abonnés mais qu'il y a 500 bots à l'intérieur, vous payez pour rien. Donc ce serait dommage. Réinstallation complète, et ben ça réinitialiserait toute l'installation de MailPoet. La journalisation, vous allez pouvoir recevoir des emails de MailPoet pour vous annoncer comment se comporte votre site et vos campagnes de mailing. Du coup, est-ce que vous voulez tout recevoir? Est-ce que vous voulez rien recevoir? Ou uniquement des emails s'il y a des erreurs quelque part sur votre site? Voilà, avec le mailing. En général, on préfère mettre ça. Voilà pour les réglages de MailPoet. On va pouvoir maintenant aller voir comment créer des formulaires. Et donc pour pouvoir faire du mailing, il va d'abord falloir que l'on récolte des abonnés. Et cela va passer par un formulaire d'inscription, un formulaire d'opt-in. Alors je vais faire nouveau formulaire. MailPoet me propose donc plusieurs exemples de formulaires. Alors là, ils sont sous forme de pop-up. Ici, glissant, ça viendrait par en bas. Barre fixe, ça se mettrait en haut sous mon menu. En dessous des pages, ça viendrait se mettre, vous l'avez compris, en dessous de mes pages, c'est-à-dire juste avant le footer, tout en bas de mon body. Et autres, ça peut se mettre dans une zone de widget, mais on me donnera aussi un code court qui me permettra de l'insérer où je veux sur une page, le cas échéant. Alors je vais partir d'une fenêtre contextuelle et je vais pas me prendre la tête. Allez, je vais me prendre celui-ci. Alors me voici sur mon formulaire. L'éditeur, vous devez le connaître, c'est Gutenberg, c'est celui de base dans WordPress, qui va me permettre de rajouter diverses choses comme des colonnes, des paragraphes, des en-têtes, des images, des petits séparateurs. On repose des colonnes, etc. Il y a sélection de listes. HTML personnalisé, c'est pour mettre des balises HTML pour faire du code et créer un champ personnalisé. On voit que là, par défaut, il me propose de rentrer un nom, un prénom, une adresse mail et un bouton pour ça, c'est le bouton d'inscription. Quand je clique sur l'un des éléments, à droite, j'ai dans bloc, j'ai ces options qui viennent. Il suffirait que j'en restyle un. Et une fois que j'aurai choisi tout ça, alors je vais mettre une couleur à ma bordure, je vais rester en orange pour coller avec ça. Je peux l'appliquer à toutes les entrées, d'accord, tous mes champs. Et donc voilà, ça fonctionne très bien, c'est parfait. Je pourrais déjà enregistrer mon formulaire. Et là, quand je vais dans les options du formulaire, ça me met le titre du formulaire. J'ai beau le changer ici, hein, ça va pas changer là. Là, c'est un titrage 2. Et là, je vais pouvoir choisir dans quelle liste ce formulaire enregistre les gens. Et donc là, je pourrais aller prendre ma liste de diffusion de base, ou par exemple ma liste vegan. Imaginons que ce soit, dans l'exemple que je vous ai raconté tout à l'heure, que ça soit ma liste vegan, que je vais aller positionner sur mes produits sans protéines animales. Et donc là, il me dit que après l'envoi, est-ce que ça l'amène à une page? Il y aurait une redirection au moment où il clique sur le bouton pour leur dire que tout s'est bien passé. Ou autrement, leur mettre un petit message, là ça va leur afficher le message. Vérifiez votre boîte de réception ou votre répertoire d'indésirables pour confirmer votre abonnement. Donc ça c'est très important de le faire, afin que si on n'a pas la version premium de MailPoet, les gens pensent à aller voir leurs indésirables pour légitimer tous nos prochains emails. Alors style de l'email, ce serait pour changer par exemple le coloris. Voilà, j'ai plein d'options. Là, je vous laisserai découvrir. C'est pas très compliqué. C'est pas de ça que je veux parler. Donc, je pourrais choisir les couleurs des bordures, couleur du message de succès, en cas d'erreur. À quoi ressemble la petite croix pour fermer le formulaire. Et donc là, on va pouvoir faire la mise en place du formulaire. Pour le moment, j'ai dit que mon formulaire était un pop-up. Et donc là, il me remontre le dessous des pages, en barre fixe en haut de page, le glissant, le pop-up, fenêtre contextuelle, ou code court et autres, c'est-à-dire c'était widget ou code court. Pour le moment,
c'est une fenêtre contextuelle. Si je clique sur le petit engrenage, je vais pouvoir choisir sur s'il est actif ou non. D'accord? Quelle place il prend en pixels ou en pourcentage de largeur de page. Il va essayer de s'adapter à l'écran automatiquement. Donc je vais laisser comme ça. Si je l'affiche sur toutes les pages, ou sinon, je peux choisir sur quelle page je l'affiche. Je peux l'afficher sur des produits spécifiques. Donc dans mon cas, qui inscrit les gens automatiquement dans la page vegan, j'ai tout intérêt à aller pointer la page et les catégories d'articles ou mes catégories de produits. Parce que là-dedans, je vais retrouver mes produits et mes articles, d'accord, si j'ai WooCommerce, afin d'être sûr que les gens qui vont sur des produits vegan voient le formulaire d'inscription vegan. Ici, j'ai une petite option d'animation à l'affichage qui va me permettre de choisir si j'ai une animation lorsque je mets en place ce formulaire. Est-ce qu'il arrive par le côté avec un zoom, par au-dessus, par la gauche avec un fondu de transparence. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle le délai. Alors on aurait tendance à mettre délai de 0 secondes pour que ça s'affiche de suite. Je le déconseille. Dans le cas où je mettrais en place plusieurs formulaires qui seraient tous identiques en apparence, mais qui inscriraient les gens dans diverses listes, je n'ai pas intérêt à ce que le formulaire se charge dès l'ouverture de la page et de mettre en délai 0 secondes. Tout simplement parce qu'imaginons que mon vegan, en se trimballant sur mon site, clique sur le mauvais lien et arrive sur une page où on lui vend du poulet. S'il aime quand même bien mon site et qu'il est tenté par le fait de s'inscrire sur mon site et à ma newsletter, il va cliquer pour s'inscrire dans la newsletter. Malheureusement, il sera sur une page protéines animales. Il va donc s'inscrire à une liste protéines animales et va recevoir des emails avec des protéines animales, ce qui va vite le gonfler et il risque de se désinscrire de ma newsletter. Donc pour éviter ça, on met en général un délai, une 15 ou 30 secondes. Si la personne passe 30 secondes sur une page, une de mes pages, c'est qu'elle est sur une page qui la concerne. La personne est en train de la lire, elle trouve un intérêt à cette page et donc elle aura un intérêt à finir dans la liste qui correspond à cette page. Par exemple, une personne qui aime les produits vegan restera naturellement plus longtemps sur une page qui parle de produits vegan que sur une page qui parle de produits avec des protéines animales. Et du coup, elle a plus de chances de s'inscrire d'office dans la bonne liste en faisant ça. Donc c'est important de mettre un délai d'inscription si on a plusieurs listes et qu'on ne laisse pas le choix aux gens de s'inscrire dans telle ou telle liste. Alors je vais revenir dans 2 secondes sur les listes avec l'outil de sélection de liste là. Mais avant, imaginons que je sois content des réglages de mon pop-up. Je peux refermer ça. Et dans mon formulaire, on voit que j'ai la petite encoche là orange pour me dire que mon pop-up est une fenêtre contextuelle. Eh bien, je pourrais lui dire que, imaginons que je lui ai dit que sur certains articles, il va s'afficher en fenêtre contextuelle. Je pourrais lui dire que sur d'autres pages, l'activer et le mettre en haut de page. Et choisir sur lesquels, le cas échéant, je voudrais qu'il s'affiche. Et donc, à partir du même formulaire, je vais pouvoir avoir plusieurs styles de formulaires différents. Donc, une fenêtre contextuelle, un pop-up, sur certaines pages, et puis sur d'autres pages, avoir un style totalement différent de formulaire. Et je pourrais aller dans chacun des modèles de formulaire, choisir de les activer ou non, et sur quelle page. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et je vais vous parler de 2 choses qui sont ici, la sélection de liste et le champ personnalisé. La sélection de liste, c'est pas plus bête que ça. Je l'intègre. Alors c'est du Gutenberg. Je l'intègre ici. Il me demande de sélectionner une ou plusieurs listes. Et donc là, je pourrais changer le texte qu'on voit ici. Et là, choisir quelle liste je leur permets de cocher. Donc là, si je faisais ça, je n'aurais pas besoin d'attendre les 15 ou 30 secondes pour l'affichage du pop-up. Avant de vous montrer le champ personnalisé, je vais aller faire un tour dans MailPoet, mes abonnés. Et donc, quand je vais voir mon abonné, donc là c'est moi, je vois son email, son pseudo, là son prénom, son nom,
son statut et à quelle liste il appartient. Allez, hop. Alors je reviens dans MailPoet et je vais créer un champ personnalisé. Imaginons que je veuille savoir le sexe de la personne. Alors je vais mettre le nom du champ civilité, champ obligatoire. Là je vais pouvoir choisir pourquoi c'est valable. Et là à la place de texte je vais mettre, alors un texte c'est moi qui le mettrai, zone de texte les gens pourraient remplir une zone de texte, bouton radio, case à cocher, sélectionner. Alors date, ça mettrait juste la date, mais bouton radio, case à cocher, sélectionner. Là par exemple on a des cases à cocher pour l'ajout de liste. Les cases à cocher, c'est quelque chose où on peut cocher plusieurs cases d'un coup. Les boutons radio, ça ressemble aux cases à cocher, sauf que c'est rond la plupart du temps, et on ne peut en cocher qu'une à la fois. Lorsqu'on coche ailleurs, ça décoche le choix que l'on avait de présélectionner. Et la liste, on ne peut faire qu'un choix à la fois également. Donc là, je vais mettre, je vais mettre des boutons radio. Je vais mettre deux champs, dire qu'ils sont obligatoires et madame, monsieur. Je le crée. Et donc là, je retrouve mon civilité, madame, monsieur, les gens pourraient choisir. Alors, dans l'idéal, je le mettrai tout en haut. Hop. Voilà, je vais enregistrer mon formulaire. Et là, je vais retourner dans mon abonné. Et je vais charger ça. Je vais recharger la page. Et maintenant, on voit que ça m'a rajouté l'onglet civilité. Ce qui va me permettre sur chacun de mes abonnés d'avoir leur civilité. Et on va voir que c'est très intéressant pour la suite quand on va créer des emails. Et donc c'est ce que je vais aller faire maintenant. Donc là, mon formulaire est fait, imaginons qu'il me convienne. Je l'enregistre. Je pourrais le prévisualiser. Je vois à quoi il ressemblerait en pop-up ou dans les autres styles. Donc en pop-up, voilà, il s'afficherait comme ça. Donc imaginons que je sois content de ça. Je vais pouvoir aller maintenant créer un email. Alors je vais créer une newsletter de base. Et après je vous parlerai de l'email de bienvenue. Alors newsletter de base, j'ai plein de modèles que je peux venir modifier à souhait. Allez, imaginons que je prenne l'oiseau. Me voici dans mon email. Donc là, je vais avoir le sujet, c'est le titre de mon email qui va apparaître lorsque les gens vont recevoir l'email. Le texte d'aperçu, c'est quelque chose qui tient sur une ligne normalement qu'on voit à côté du titre de l'email et qui va nous renseigner sur ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc il est important de bien le remplir. Et ensuite, on va retrouver ici un builder qui, alors ne me demandez pas pourquoi, sur les formulaires d'inscription, ils utilisent du Gutenberg. Là, ils ont leur propre builder pour les emails. Mais il est assez intuitif. En gros, dès qu'on passe sur un élément, on a ses options. Et à droite, on a les options de la section dans laquelle se trouvent les éléments. On peut mettre plusieurs colonnes. Chaque chose a ses options. Voilà, dès qu'on clique dessus, elles apparaissent à droite. Et on peut rajouter donc des éléments. Par exemple, on a du texte, une image, un bouton, séparateur, espacement. On pourrait mettre des icônes de réseaux sociaux avec les liens qui amènent directement depuis l'email à nos réseaux sociaux. On pourrait aller choisir d'afficher les articles que l'on a rédigés. Voilà, ça va chercher tout seul notre article avec un lien. Les gens verraient le début de l'article, cliqueraient dessus et arriveraient sur notre site. On pourrait mettre les produits WooCommerce. Il peut aller les chercher, il voit tout ce que j'ai créé comme produit. Imaginons que je prenne le pull en laine et me l'a rajouté avec le bouton acheter maintenant. D'ici, les gens cliqueraient, ça leur mettrait dans leur panier. Ils arriveraient sur mon site avec le pull déjà dans leur panier. On pourrait mettre les derniers contenus automatisés, c'est-à-dire quel que soit ce qu'on a créé, là on va pouvoir les mettre dans les options, le régler ensuite, mais par défaut, là il regarde les 5 derniers trucs que j'ai créés. Et donc c'était des cocktails, ils me les affichent tous ici.
mais je pourrais dans les options choisir ce que je mets. Voilà. Est-ce que c'est 5 articles, 5 pages ou 5 produits? Je peux ensuite exclure des produits, etc. Donc voilà, je vois mes produits. Il fait ça très bien. Ce qui fait que je pourrais très bien enregistrer ça comme un modèle et renvoyer chaque semaine ou chaque mois le même email et mes produits changeraient. Parce qu'à chaque fois que j'édite l'email, il va choisir les 5 derniers contenus que j'ai créés et il me les affiche ici. Donc l'entête, c'est là où il y a mon logo normalement, là c'est ça. Et le pied de page, alors sur le modèle, il y en a déjà un. Il faut savoir que ce pied de page là, où il y a marqué se désabonner, gérer votre abonnement, et où là on peut rentrer son adresse postale, on est tenu légalement de l'avoir sur nos emails. C'est avec les RGPD, les gens doivent pouvoir facilement quitter nos listes d'emailing et donc on est obligé de leur proposer ces deux boutons là et nous sommes également obligés de venir renseigner ici l'adresse de notre siège social. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, je vais juste revenir sur un truc. Hop, je vais mettre une zone de texte là. Imaginons que dès ici, je veuille interpeller mon abonné. Je pourrais lui dire « Bonjour, voici notre newsletter du mois de septembre. » Hop. Ben, le problème, c'est que c'est assez impersonnel. Bon, après, la façon dont on s'adresse à ses abonnés dépend de ce qu'on fait sur notre site. Si je suis une grande marque, je sais pas moi, Ferrari, ou Longchamp, ou Cartier, Yves Saint Laurent, je vais pas appeler les gens par leur prénom, d'accord? Je vais avoir tendance à donner leur titre, leur civilité et leur nom de famille seulement. Si je suis une marque jeune et qui a une communication jeune, je sais pas moi, imaginons que je vende des skateboards ou un truc comme ça, ou des jeux vidéo, ça ne choquerait normalement personne que j'appelle les gens par leur prénom. Le problème c'est que là, comment je fais pour appeler quelqu'un par son prénom? Heureusement, il existe quelque chose qui s'appelle le merge tag. C'est le petit M qui est ici, qui va aller chercher automatiquement certaines informations. Alors si je clique dessus, alors je vais mettre là, si je clique dessus, on va voir que je vais pouvoir avoir des liens de, par exemple là c'est des contenus automatisés, là c'est le lien de désabonnement qu'on voyait tout à l'heure en bas de page, un lien pour voir dans un navigateur, un lien pour afficher le lien de page d'abonnement. Je pourrais choisir la date, donc par exemple le nom complet du mois en cours. Je pourrais remplacer là où j'ai mis voici notre newsletter du mois de septembre par voici notre newsletter, date, le nom complet du mois en cours. Ce qui fait que les gens, si j'enregistre ça comme un modèle et que je l'envoie tous les mois, à chaque fois, ça va venir chercher le nom du mois en cours. Et donc ça, j'aurais pas besoin de retaper moi le texte à chaque fois. Je vais venir me placer ici et je vais voir ce que j'ai d'autre dans les merge tags. Alors en plus des dates, je pourrais aller choisir des numéros d'articles, le sujet de la newsletter, et là c'est ça qui est important, c'est le abonné. On va voir que dans le abonné, je vois tout ce que j'ai comme renseignement sur l'abonné et même mon contenu personnalisé que j'ai créé tout à l'heure, mon champ personnalisé. Et du coup, je pourrais faire quelque chose comme ça. Bonjour, marquer la civilité et le nom. Et donc là, ça ferait par exemple bonjour Monsieur Colin, dans mon cas. Voici notre newsletter du mois de et le nom du mois. Donc voici ça ferait bonjour Monsieur Colin. Voici notre newsletter du mois de septembre. Et ça, ce serait automatisé pour chacun des mois et pour chacun de nos contacts, chacun de nos abonnés. Donc il est important de bien avoir compris comment on faisait le champ personnalisé, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir ensuite venir les appeler. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le builder est assez simple à prendre en main. Je ne vais pas vous faire une démo de toute la construction. Si jamais vous en avez besoin, dites-le moi. Je ferai une vidéo pour ça, pour le builder, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à enregistrer comme modèle ou faire suivant. Alors je vais l'enregistrer comme modèle dans un premier temps. Voilà.
l'enregistrer. Si je fais suivant, je vais pouvoir aller choisir les listes à qui je veux diffuser cet email, changer les noms des expéditeurs. La campagne Google Analytics, c'est un petit code qui fait que lorsqu'on utilise Google Analytics, qui permet de voir comment les gens se comportent sur notre site, on verra ce code apparaître et ça nous dira combien de personnes sont arrivées sur notre site par cette campagne d'email. Alors j'ai fait une vidéo de tutoriel pour installer Google Sitekit, qui est l'extension qui permet d'installer Google Analytics sur son site WordPress. Vous trouverez la fiche en haut. Planifier l'envoi. Je ne suis pas obligé de faire partir l'email de suite. Vous allez voir avec les stats que selon vos activités, selon où vous vous trouvez, vous avez des mails qui sont plus lus à certaines heures. Et donc, il est parfois utile de bien envoyer son email. Et donc, on peut planifier l'envoi de son email, ce qui est très bien. Typiquement, il y a des heures ou des jours de la semaine où les gens vont avoir plus tendance à regarder leurs emails. Typiquement, on va éviter d'envoyer une newsletter le week-end. Les gens, ils sont souvent occupés, ils ont d'autres choses à faire que regarder leurs emails le week-end. On pourrait penser que le lundi c'est bien. Malheureusement, si les gens n'ont pas regardé leurs emails pendant 3 jours, ils risquent d'avoir beaucoup d'emails et d'aller faire le tri dans leur boîte mail le lundi et de passer plus de temps à faire le tri, à jeter les emails qui ne sont pas essentiels, plutôt qu'à lire les newsletters. De la même façon, le vendredi, il y a des gens qui posent leur vendredi pour avoir un week-end de 3 jours selon ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas le meilleur jour pour envoyer un email. On pourrait croire que le mercredi c'est bien alors puisque c'est en milieu de semaine, mais non. Il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants le mercredi. D'après les statistiques, il apparaît que les meilleurs jours pour envoyer des emails sont les mardis et les jeudis. Maintenant, concernant les horaires. C'est très important de bien cibler ces horaires. Les gens regardent leurs emails soit entre 18 et 21 heures, lorsqu'ils ont fini leur journée, soit pendant la pause déjeuner, entre 12 et 14 heures, ou soit le matin en se levant, donc entre 6 et 8 on va dire. Ça ne sert à rien d'envoyer un email après 22 heures, parce que les gens ne vont pas aller le lire. Il y en a qui sont déjà couchés, il y en a qui regardent un film, c'est pas le moment où ils ont envie de regarder un email. Et le souci, c'est que si on l'a envoyé, bon c'est pas grave, il va dans la boîte de réception, mais la personne qui se lève à 16h, 7 ou 7h du matin, quand elle va regarder les emails, ils apparaissent à l'inverse de l'ordre chronologique, d'accord, le plus récent en tête. Et du coup, si les personnes sont inscrites à plusieurs newsletters, et que les autres ont envoyé leurs emails à 5h ou 6h, eh bien, ces newsletters-là vont paraître dans la liste avant la nôtre. Et donc, il faudra que notre abonné ait envie vraiment de parcourir plusieurs emails avant de tomber sur le nôtre. Donc, c'est peut-être pas judicieux. Donc, on évite d'envoyer en plein milieu des heures creuses ou juste après les bonnes heures nos emails. En général, donc, il vaut mieux. Et donc, d'après les études, il apparaît que les gens regardent leurs emails pendant leur pause déjeuner ou en fin de matinée. Et donc il apparaît que le meilleur moment pour envoyer un email, c'est entre 10 et 11 heures. Comme ça, les gens, le temps qu'ils le reçoivent, au moment où ils vont partir en pause repas, ils vont regarder leurs emails et ils verront dans leur liste notre email en tête de liste. D'après les études, il apparaît donc que le meilleur moment pour envoyer un email est aux alentours de 10 heures, entre 10 heures et 11 heures. En effet, l'email arrivera et sera dans la boîte mail au moment où la personne va partir en pause déjeuner, sur les coups de 11h50 midi, et on risque d'être en tête de liste, les gens vont regarder leurs emails, on devrait être dans les premiers emails et ils pourront les consulter. Il y a beaucoup de cadres qui regardent leurs emails en fin de journée entre 18 et 20 heures, entre 18 et 21 heures,
Donc selon notre public, ça peut être judicieux de faire paraître nos emails vers 18h pour que les gens qui quittent le boulot assez tard, s'ils veulent regarder leurs emails avant de se déconnecter, avant de rentrer chez eux, tous leurs emails pro et leurs emails perso, et bien, puissent tomber sur nos emails à ce moment-là. En troisième position, il vient le 14h pour les gens qui regardent leurs emails juste après leur pause déjeuner. Si ce sont des emails, si on fait du B2B par exemple, les gens vont en pause déjeuner avec des clients parfois ou avec des collègues de boulot et en regagnant leur poste, ils checkent leurs emails à 14h. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là aussi. Et en quatrième position vient le 5-6 heures du matin pour que les gens qui se lèvent vers 6h, 6h30 puissent consulter leurs emails dès le lever. Donc dans l'idéal, le mardi ou le jeudi, et dans l'ordre au niveau des heures, vers 10h, 20h, 14 et 6h. Avant de vous quitter, je vais revenir sur l'email de bienvenue. On vient de voir une newsletter et on va voir que l'email de bienvenue peut avoir un rôle sympathique. Alors je vais aller cliquer sur configurer et c'est là que ça devient intéressant. L'email de bienvenue, donc je pourrais le rédiger ensuite. Alors, si je fais suivant, on va voir, je vais choisir mon modèle. C'est comme pour la newsletter, j'ai plusieurs modèles, je pourrais le remplir. Je vais aller le modifier ensuite, l'activer et c'est bon. Mais en amont, dans la première étape, ça va être très important. Je vais voir ce qui déclenche, d'accord, on appelle ça un déclencheur, ce qui déclenche l'envoi de cet email de bienvenue. Lorsque quelqu'un s'inscrit à une liste, par exemple, et je pourrais dire vegan. Lorsque quelqu'un va s'inscrire à ma liste vegan, un email va partir. Et là, on voit que j'ai immédiatement, mais j'ai un menu déroulant, et c'est là que l'email de bienvenue devient vraiment intéressant. Alors bien sûr, quand quelqu'un s'inscrit sur notre site, à une liste, on va lui faire parvenir un email immédiatement pour lui dire merci de t'être inscrit. Mais en plus, on va pouvoir faire d'autres choses. On va pouvoir envoyer des emails plusieurs heures après, plusieurs jours après, plusieurs semaines après. Avec l'RGPD, on n'est pas censé conserver les emails d'une personne, les coordonnées d'une personne, plus de 12 mois, plus d'une année, c'est-à-dire 52 semaines. Afin de conserver dans mes mailing lists mes abonnés pour continuer à faire de la newsletter et que ça puisse me rapporter des abonnés, des clients, etc. sur ma boutique, des visiteurs, je vais pouvoir par exemple dire que je veux que 51 semaines après l'inscription à la liste, ceux qui se sont inscrits reçoivent un email. Je pourrais très bien avec WooCommerce aller déjà créer un code promotionnel, par exemple 10% sur la boutique, commencer à rédiger mon email en mettant le code promo en question et dedans indiquer à la personne, ça va bientôt faire 1 an que vous êtes parmi nous, venez fêter ça en profitant de 10% sur la boutique. Ce qui ferait que la personne se reconnecterait à mon site, ça fait vivre ma boutique, mais en plus, si la personne ne s'était pas reconnectée depuis un moment, ça réactive son compte et je vais pouvoir continuer à lui envoyer des emails. Donc c'est bien plus puissant comme outil que ce que ça semble être au départ et il ne faut pas le négliger. On pourrait, dès l'inscription de quelqu'un, avoir 5, 6, 7, 8 ou 10 emails prévus sur l'année. Comme d'habitude, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo ou mettre ne serait-ce qu'un like. Ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au reste de la chaîne en espérant que ça puisse vous être utile. Au revoir.